Mon neveu m'a faussement accusé quand il avait 15 ans, ma famille m'a coupé les vivres immédiatement et ma femme m'a laissé tomber, mais 8 mois plus tard, il a avoué avoir tout inventé et maintenant il supplie pour une réconciliation, mais ça n'arrivera pas. Le SMS est arrivé sur mon téléphone à 23h47 un mardi soir, le nom de ma sœur Céline s'est affiché à l'écran suivi d'un message qui allait essentiellement faire exploser toute mon existence comme une démolition contrôlée qui tourne mal, ne t'approche pas de Théo, on sait ce que tu as fait. La police est prévenue, ne nous contacte plus. J'étais assis dans mon bureau à la maison, encore en tenue de travail de mon cabinet d'expertise comptable où j'avais passé les 9 dernières années à bâtir une carrière solide, je venais de boucler les bilans trimestriels, j'avais un verre d'eau près de mon clavier et je prévoyais de regarder une série en streaming avant de dormir, un mardi soir normal, puis ce texto est arrivé et la normalité a cessé d'exister. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous, je les ai relus encore et encore en essayant de leur donner un autre sens que celui qu'ils avaient clairement, mon cerveau faisait ce truc où il essaie de rejeter une information qu'il ne peut pas traiter, comme quand on apprend un décès et que la première pensée est « non ce n'est pas possible, il doit y avoir une erreur », mais il n'y avait pas d'erreur, les mots étaient clairs comme de l'eau de roche. Ma femme Aurélie est apparue dans l'embrasure de la porte, elle regardait quelque chose dans le salon et est venue voir parce que j'avais probablement émis un son, son visage a changé quand elle a vu mon expression, cette inquiétude immédiate qu'on voit sur quelqu'un quand il sait que quelque chose de catastrophique arrive mais ne sait pas encore quoi. « Qu'est-ce qu'il y a » a-t-elle demandé en s'approchant, je lui ai tendu mon téléphone sans rien dire, je l'ai regardé lire, j'ai vu son expression passer de la confusion à l'horreur en environ 3 secondes chrono, sa main est montée pour couvrir sa bouche. « Ça ne peut pas être vrai » a-t-elle dit mais sa voix tremblait, Théo ne mentirait pas sur une chose pareille, tu ne ferais jamais. Elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase, s'est coupée comme si elle venait de réaliser ce qu'elle était sur le point de dire, et c'est là que je l'ai vu, le doute, juste une petite lueur derrière ses yeux mais elle était là, visible, indéniable. Elle a fait un pas en arrière, littéralement, physiquement, mettant de la distance entre nous là où il n'y en avait aucune 5 secondes plus tôt, et ce recul m'a tout dit sur ce qui allait arriver, ou est juste là, c'est là que j'ai su que j'étais complètement foutu. Le lendemain matin, j'ai découvert exactement ce que mon neveu de 15 ans avait raconté à tout le monde. Selon la version de la réalité de Théo, j'avais fait des avances inappropriées lors d'un barbecue familial il y a 3 semaines, les détails étaient assez précis pour sembler crédibles et assez vagues pour être impossibles à réfuter. Il m'avait aidé à porter des trucs à ma voiture depuis le jardin, des pains à burger, des sodas, ce genre de choses, logistique normale de barbecue familial, mais selon son histoire je l'avais coincé dans le garage pendant qu'on rangeait les choses, je l'avais touché de manière inappropriée, dit des choses qui l'avaient mis mal à l'aise, franchi des limites qui ne devraient jamais être franchies. Tout cela aurait été rapide, peut-être 1 minute ou 2, puis nous étions retournés au barbecue comme si de rien n'était. Il prétendait s'être senti malade le reste de la journée mais avoir eu trop peur et être trop confus pour dire quoi que ce soit, il a dit qu'il avait été trop terrifié pour en parler au début, qu'il ne savait pas comment faire, qu'il ne pensait pas qu'on le croirait, la culpabilité et la honte l'ont rongé pendant 3 semaines jusqu'à ce qu'il s'effondre finalement en pleurant devant sa mère et que tout sorte. Ma sœur l'a cru instantanément, pas de questions, pas de doute, pas de demande d'informations supplémentaires, juste une acceptation immédiate et totale que son frère avait agressé son fils. Mes parents l'ont cru, ils avaient toujours gâté Théo, leur premier petit-fils, l'enfant roi qui ne pouvait rien faire de mal, si Théo disait que c'était arrivé alors c'était arrivé. Mon frère Damien l'a cru aussi, Damien à qui j'avais littéralement payé les études supérieures en lui prêtant 15 000 € quand il était fauché et désespéré, Damien que j'avais laissé dormir sur mon canapé pendant 3 mois quand il était entre 2 jobs, Damien qui était mon témoin de mariage et avait pleuré pendant son discours en disant que j'étais le meilleur frère qu'on puisse demander, ce Damien a regardé l'accusation de Théo et a décidé que j'étais coupable sans un moment d'hésitation. En 48 heures toute ma famille avait choisi son camp, tenu un vote dont j'ignorais l'existence et rendu un verdict sans mon témoignage, et spoiler, ce n'était pas mon camp qu'ils avaient choisi. J'ai essayé d'appeler Céline d'abord, je me disais qu'elle m'écouterait au moins, on avait été proches en grandissant, on se battait pour des bêtises de frères et sœurs mais on se soutenait toujours quand ça comptait, ou du moins c'est ce que je pensais, elle a bloqué mon numéro avant même la fin de la première sonnerie, direct sur la messagerie vocale disant que la personne n'acceptait pas les appels, elle ne m'a même pas laissé une chance de dire bonjour. Alors j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents, 20 minutes de route qui ont semblé durer des heures, tout le long du trajet je répétais ce que j'allais dire, comment j'allais expliquer, sûrement qu'ils allaient au moins m'écouter, c'étaient les gens qui m'avaient élevé, qui me connaissaient mieux que quiconque, ils entendraient raison. J'étais stupidement optimiste à propos de tout ça comme un idiot qui marche dans une embuscade en pensant que tout le monde est là pour une fête surprise. Mon père m'a accueilli sur le perron avant même que j'arrive à la porte, il devait guetter par la fenêtre,
il a vu ma voiture arriver, il est sorti et s'est positionné en haut des marches comme un videur de boîte de nuit, son visage avait ce regard que je n'avais jamais vu auparavant, dégoût total mélangé à une déception si profonde qu'elle semblait le vieillir physiquement sur place. Pars, a-t-il dit, sa voix était froide, plate, la voix qu'on utilise avec un étranger qu'on veut voir déguerpir. Papa s'il te plaît écoute-moi juste 5 minutes, rien de tout ça n'est arrivé, je ne sais pas pourquoi Théo raconte ces choses mais je te jure. Ne t'avise pas, il m'a coupé, ne t'avise pas de traiter mon petit-fils de menteur. Je ne le traite pas de menteur, je dis juste qu'il a 15 ans, 15 ans. Pourquoi inventerait-il une chose pareille? Qu'est-ce qu'il aurait à gagner à mentir sur quelque chose d'aussi grave? Je ne sais pas, ma voix devenait plus forte, désespérée, je ne sais pas pourquoi il dit ça mais ce n'est pas arrivé, je n'ai rien fait, vous devez me croire, vous me connaissez depuis toujours, vous savez que je ne ferai jamais. Je croyais te connaître, sa voix s'est brisée sur ce mot croyais, passé composé, je t'ai élevé mieux que ça, ou du moins je le pensais, j'ai dû échouer quelque part en chemin parce que le fils que j'ai élevé ne ferait pas une chose pareille. Papa. Si tu reviens ici, a-t-il continué en parlant par-dessus moi, j'appellerai la police moi-même, tu comprends? Tu n'es plus le bienvenu dans cette maison, tu n'es plus le bienvenu près d'aucun de nous. Je suis resté là sur l'allée menant à ce perron, la même allée où j'avais appris à faire du vélo à 6 ans, où nous avions pris des centaines de photos de famille au fil des ans, où j'avais annoncé mes fiançailles avec Aurélie pendant que tout le monde applaudissait et célébrait, maintenant c'était un territoire ennemi, une frontière que je n'avais pas le droit de franchir. La porte s'est fermée devant mon visage, pas claquée, ça aurait impliqué de l'émotion, c'était contrôlé, délibéré, final. Je suis resté là probablement 5 minutes juste à fixer cette porte close, une partie de moi s'attendait encore à ce qu'elle s'ouvre à nouveau, s'attendait à ce que papa ressorte et dise qu'il avait surréagi, qu'on allait en parler, mais la porte est restée fermée, les rideaux tirés. Finalement je suis retourné à ma voiture et j'ai conduit chez moi dans un silence complet, je n'ai pas allumé la radio, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai juste conduit avec cet engourdissement étrange qui se répandait dans ma poitrine comme une gelure. Aurélie a tenu 4 jours de plus après ce texto de Céline, 4 jours à dormir dans des chambres séparées, 4 jours de conversation minimale, 4 jours où elle me regardait comme si j'étais un étranger portant le visage de son mari, 4 jours à regarder nos 12 ans de mariage se dissoudre en temps réel. Je suis rentré d'un rendez-vous avec un avocat, j'avais dû trouver une représentation légale parce que ce cauchemar devenait officiel très vite, et j'ai trouvé ces valises bouclées près de la porte d'entrée, 2 grandes valises, l'ensemble assorti qu'on avait acheté pour notre lune de miel en Grèce, toutes les 2 pleines à craquer, ses clés de voiture étaient dans sa main, elle partait, pas peut-être, pas en y réfléchissant, elle partait vraiment, activement, définitivement. Elle ne pouvait même pas me regarder quand je suis entré, ses yeux restaient fixés sur un point quelque part par-dessus mon épaule gauche. J'ai besoin de temps, a-t-elle dit, sa voix était petite, vaincue, j'ai besoin de digérer ça. Digérer quoi? J'ai posé ma mallette, essayé de garder ma voix calme même si mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, tu me connais Aurélie, tu me connais depuis 12 ans, on est mariés depuis 9 ans, tu sais que je ne pourrais pas faire une chose pareille. Je croyais te connaître, elle pleurait maintenant, des larmes coulant sur son visage qu'elle ne prenait pas la peine d'essuyer, mais ma mère a rappelé comment tu étais toujours volontaire au centre d'animation quand on a commencé à sortir ensemble, comment tu semblais vraiment apprécier quand mon neveu Lucas nous rendait visite, comment tu proposais toujours de faire du babysitting pour nos amis avec des enfants, et soudain tout semble différent, tout a ce nouveau contexte que je ne peux pas ignorer. Ta mère. La trahison a frappé plus fort que je ne m'y attendais, ma belle-mère ne m'avait jamais particulièrement aimé, elle pensait qu'Aurélie pouvait trouver mieux, épouser quelqu'un avec plus d'argent ou de meilleures relations, mais c'était un nouveau coup bas. Elle te monte la tête avec ça? Elle est inquiète, ma sœur est inquiète, tout le monde est inquiet, ils me demandent comment je n'ai pas vu les signes, comment je n'ai rien remarqué d'anormal, et je continue de leur dire qu'il n'y avait pas de signes parce que tu n'es pas tu ne ferais pas mais ensuite je commence à tout remettre en question, chaque souvenir, chaque interaction, chaque moment, et je juste. Elle s'est tue, m'a regardé pour la première fois depuis que j'étais entré, ses yeux étaient rouges, le mascara coulait, le visage taché par les pleurs. Je ne peux pas être ici en ce moment, a-t-elle continué, je ne peux pas te regarder sans me demander si tout ce qu'on a construit ensemble est basé sur un mensonge, si l'homme que j'ai épousé est quelqu'un que je n'ai jamais vraiment connu, j'ai besoin d'espace pour penser clairement, pour comprendre ce que je crois. Ce que tu crois. J'ai répété les mots comme s'ils étaient dans une langue étrangère, tu devrais croire ton mari, la personne avec qui tu as passé plus d'une décennie, la personne qui ne t'a jamais donné de raison de douter d'elle.
Les gens disaient la même chose de la femme de Marc Dutroux, la comparaison a frappé comme un coup de poing dans le ventre, ou des épouses de tous ces prédateurs, tout le monde se demande toujours comment elles ont pu passer à côté, je ne peux pas être cette personne. Je ne peux pas être l'épouse qui était trop naïve ou trop confiante pour voir ce qui était juste devant elle. Alors tu vas juste partir? Présumer le pire et partir? Je vais chez ma sœur, je te contacterai via mon avocat pour la suite. Ton avocat? Les mots avaient un goût de cendre, tu as déjà appelé un avocat. Je l'ai appelé hier, je suis désolé Julien, je suis tellement désolé mais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas être ici, je ne peux pas me réveiller à côté de toi tous les matins sans savoir si. Elle n'a pas fini sa phrase, elle a juste attrapé ses valises et est sortie. Je suis resté dans notre entrée, mon entrée maintenant j'imagine, et j'ai écouté sa voiture démarrer, écouté la marche arrière dans l'allée, écouté le bruit du moteur s'estomper alors qu'elle s'éloignait. La maison a semblé différente immédiatement, comme si tout l'air en avait été aspiré, comme si les murs savaient qu'ils abritaient quelque chose de toxique maintenant, quelque chose qui devait être contenu et isolé. J'ai marché à travers les pièces vides qui ressemblaient soudain à un musée de mon ancienne vie, la cuisine où nous avions cuisiné ensemble chaque dimanche, le salon où nous avions regardé des séries et débattu sur l'idée de prendre un chien, la chambre où nous avions fait des projets d'avenir qui n'arriveraient jamais. Tout était encore là, tous les meubles, toutes les décorations, toutes les preuves physiques de notre vie ensemble, mais ce n'était plus que des objets, des accessoires d'une pièce de théâtre qui s'était arrêtée sans avertissement. Je me suis assis sur le canapé, notre canapé, celui qu'on avait choisi ensemble dans 3 magasins de meubles différents avant qu'Aurélie ne trouve finalement le parfait, et j'ai attendu que quelque chose me frappe, le chagrin, la colère, le désespoir, n'importe quoi, mais je me sentais juste vide, creux, comme si quelqu'un avait vidé mes entrailles et n'avait laissé qu'une coquille. L'enquête de police a été minutieuse, humiliante et donnait l'impression d'être disséqué vivant. Le capitaine Rousseau s'est occupé de l'affaire, la cinquantaine, cheveux grisonnants, des yeux qui avaient trop vu et croyaient trop peu, il a mené l'enquête avec un détachement professionnel mais je pouvais voir le jugement qui rôdait en dessous. Dans son monde, dans son expérience, là où il y a de la fumée il y a généralement du feu, et l'accusation de Théo dégageait beaucoup de fumée. J'ai fait des dépositions, plusieurs dépositions, j'ai repassé les mêmes événements encore et encore sous différents angles, ce qui s'est passé au barbecue, où j'étais chaque minute, à qui j'ai parlé, ce que Théo et moi avons discuté, combien de temps nous sommes restés seuls dans le garage, ce que nous avons porté exactement à ma voiture. J'ai remis mes relevés téléphoniques, mon ordinateur, mon PC portable du travail, je les ai laissés tout passer au peigne fin, email, texto, historique de recherche, application téléchargée, tout. Je n'avais rien à cacher parce qu'il n'y avait rien à trouver. Ils ont interrogé tous ceux qui étaient au barbecue, ma tante, mes cousins, la femme de Damien, les voisins qui étaient passés, tout le monde a donné la même version de base, rassemblement familial normal, rien d'inhabituel, pas de tension, pas d'interaction bizarre, je semblais bien, Théo semblait bien, tout avait été complètement ordinaire. Votre neveu semble crédible, a dit Rousseau lors d'un de nos interrogatoires, nous étions dans une pièce grise au commissariat, équipement d'enregistrement en marche, lumière fluorescente rendant tout blafard et déprimant. Il est cohérent dans son histoire, montre une détresse authentique quand il discute de l'incident, ses réponses émotionnelles correspondent à ce qu'on attendrait de quelqu'un qui a subi un traumatisme. Parce qu'il croit ce qu'il dit, ai-je répondu, j'avais déjà dit la même chose environ 5 fois mais ça ne semblait pas percuter, mais la croyance n'est pas la vérité, il s'est convaincu que quelque chose s'est passé, ça ne rend pas la chose réelle. Ou peut-être que vous êtes juste doué pour compartimenter. Rousseau s'est penché en arrière dans sa chaise, m'a étudié avec ses yeux de flic qui essayaient de voir à travers mon crâne dans mes pensées, j'ai déjà vu ça, des gens qui semblent tout à fait normaux, dignes de confiance, respectés dans leur communauté, entraîneurs, professeurs, membres du clergé, tout le monde se porte garant d'eux, puis on creuse et on découvre qu'ils cachaient quelque chose de sombre depuis des années. Ils sont bons pour présenter un visage au monde tout en faisant autre chose en privé. Alors creusez plus profond, ai-je dit, creusez aussi profond que vous voulez, vous ne trouverez rien parce qu'il n'y a rien. Ils ont creusé, ils ont interrogé mes collègues, parlé à la famille d'Aurélie, contacté le centre d'animation où j'étais bénévole il y a 6 ans, sorti mon extrait de casier judiciaire, mes dossiers financiers, cherché tout drapeau rouge ou modèle qui pourrait indiquer une culpabilité. Ils n'ont rien trouvé, zéro, rien, rien d'incriminant, rien de suspect, rien qui soutenait l'histoire de Théo de quelque manière que ce soit. Pas de textos bizarres envoyés à des mineurs, pas d'historique de navigation douteux, pas de plaintes antérieures, pas d'activité financière inhabituelle qui pourrait indiquer des paiements pour acheter le silence.
Ma vie était un livre ouvert et chaque page était propre. J'aurais dû être soulagé, j'aurais dû me sentir innocenté, mais le soulagement exige de l'espoir et l'espoir avait quitté le bâtiment à peu près au même moment qu'Aurélie chargeait ses valises dans sa voiture. Après 6 semaines d'enquête, le procureur a décidé de ne pas poursuivre, classement sans suite pour insuffisance de preuves ils ont appelé ça, ce qui est le langage juridique pour dire on ne peut pas prouver que c'est arrivé mais on ne peut pas non plus prouver que ça n'est pas arrivé. Cette conclusion n'a satisfait absolument personne. La famille de Théo était furieuse que je ne sois pas arrêté, je vivais dans ces limbes cauchemardesques où je n'étais pas techniquement coupable mais pas officiellement innocent non plus. L'absence de charge ne voulait pas dire que j'étais blanchi, ça voulait juste dire qu'ils ne pouvaient pas me mettre en prison. Ça ne veut pas dire que tu es innocent, m'a écrit Céline dans le seul et unique email qu'elle m'a envoyé après la clôture de l'enquête. J'avais vérifié ma boîte de réception obsessivement pendant des jours en espérant une sorte de communication de quelqu'un de ma famille, voilà ce que j'ai reçu. Ça veut juste dire qu'ils n'ont pas pu le prouver. L'email continuait, Théo gère un traumatisme maintenant à cause de toi, il fait des cauchemars, il a peur d'être seul avec des hommes adultes, tu lui as fait ça, le fait que le procureur ne poursuive pas ne change pas ce que tu as fait. J'ai lu cet email probablement 20 fois, espérant à chaque fois qu'il dirait autre chose, à chaque fois il disait la même chose, mon neveu de 15 ans m'avait accusé de quelque chose que je n'avais pas fait, toute ma famille l'avait cru sans poser de questions, la police avait enquêté et n'avait rien trouvé, et d'une manière ou d'une autre j'étais toujours le méchant de l'histoire. Il n'y avait pas de victoire, pas de chemin vers l'avant qui finissait avec ma vie redevenant normale. Le classement sans suite n'était pas une fin, c'était juste un autre type d'enfer. J'ai essayé de revenir à la normale après la décision du procureur, essayé de me convaincre que le pire était passé, que je pouvais reconstruire à partir de là, c'était de l'optimisme de haut vol. La normalité avait disparu, la normalité avait fait ses valises et était partie avec Aurélie. Au travail, les chuchotements me suivaient comme une mauvaise odeur, les gens arrêtaient de parler quand j'entrais dans la salle de pause, les conversations mouraient au milieu d'une phrase quand j'approchais, je surprenais des gens à me regarder puis à détourner rapidement le regard quand nos yeux se croisaient. Mon patron, Richard, m'a convoqué dans son bureau 2 semaines après la clôture de l'enquête, il n'a pas perdu de temps avec des banalités, Julien, nous devons discuter de l'image du cabinet. L'image, pas comment tiens-tu le coup ou on est content que ce soit fini, l'image. Le cabinet est fier de sa réputation, a-t-il continué en arrangeant des papiers sur son bureau qui n'avaient pas besoin d'être arrangés, évitant tout contact visuel, nous devons considérer comment certaines situations peuvent rejaillir sur nous en tant qu'organisation. Je n'ai été inculpé de rien, ai-je dit, l'enquête n'a rien trouvé, je comprends que. Légalement nous sommes conscients de vos droits, nous ne mettons pas fin à votre contrat mais nous devons faire quelques ajustements pour le confort de tous. Les ajustements ont commencé petits, un projet que je dirigeais depuis 6 mois a été réassigné à un autre expert comptable senior, pas d'explication, juste un bref email disant que la structure de l'équipe était réorganisée, puis un autre dossier a disparu de mon bureau, puis un autre, les invitations aux réunions ont cessé d'arriver. Les réunions hebdomadaires dont je faisais partie depuis des années se déroulaient soudainement sans moi. Quand je demandais pourquoi on me disait qu'ils essayaient de rationaliser la présence, de réduire les participants inutiles. Mon bureau aurait aussi bien pu avoir un panneau de quarantaine dessus, le travail en contact avec les clients a entièrement disparu, apparemment personne ne voulait que je représente le cabinet auprès de contacts extérieurs. On ne peut pas avoir quelqu'un accusé de contact inapproprié avec un mineur qui gère des relations clients importantes, même si ces accusations n'ont mené à rien. Je suis passé de membre senior apprécié de l'équipe à être invisible, un fantôme hantant ma propre carrière, regardant d'autres personnes faire le travail que je faisais avant. Benoît, un collègue avec qui je travaillais depuis 5 ans, était le seul qui me parlait encore, mais même ses interactions étaient prudentes, professionnelles, il demandait des nouvelles des projets dans le couloir mais ne m'invitait plus jamais à déjeuner, ne suggérait jamais d'aller boire un verre après le travail, il gardait ses distances tout en maintenant une décence humaine de base, j'appréciais même si ça faisait mal, au moins il me traitait comme une personne au lieu d'une contagion. Le reste de mes amis s'est évaporé comme la brume matinale. David, mon colocataire de fac, mon témoin de mariage, a arrêté de répondre aux appels, je lui envoyais des textos, rien en retour, j'appelais son téléphone, direct sur messagerie. Finalement j'ai vu qu'il postait sur les réseaux sociaux à propos d'un week-end avec des amis communs de la fac, un voyage où je n'étais pas invité, un voyage que personne ne m'avait mentionné, message reçu. Mélanie faisait partie de notre cortège de mariage, une amie d'Aurélie de la fac qui était devenue notre amie, elle m'a retiré de tous les réseaux sociaux le jour même où elle a bloqué mon numéro, m'a complètement effacé de son existence numérique. Le club de lecture du quartier auquel je participais depuis 5 ans s'est soudainement dissous,
j'ai reçu un email de Sandrine qui l'hébergeait chez elle disant qu'en raison de conflits d'emploi du temps il mettait les choses en pause indéfiniment. 2 semaines plus tard j'ai vu la moitié des membres du club entrer chez Sandrine avec des livres et du vin, ils ne s'étaient pas dissous, ils m'avaient juste dissous, moi. Les gens traversaient la rue pour éviter de passer près de moi, de vrais adultes, membres fonctionnels de la société, me voyaient arriver et trouvaient soudainement le trottoir d'en face très intéressant, comme si ce que j'avais pouvait être contagieux par une brève proximité. J'étais toxique, un boulet, quelqu'un à éviter à moins de vouloir être coupable par association. Le gars du café où j'étais un habitué depuis 3 ans a arrêté de faire la conversation, il prenait juste ma commande, faisait mon café, me le tendait en silence, plus de « comment se passe votre semaine » ou de commentaires sur la météo, juste des transactions. Ma teinturière, une dame âgée et amicale qui demandait toujours des nouvelles d'Aurélie, a arrêté de poser des questions, a arrêté de bavarder, elle prenait juste mes vêtements, me donnait un ticket, me disait quand venir les chercher. Même la caissière de mon supermarché qui me voyait chaque semaine depuis des années ne pouvait soudainement plus maintenir le contact visuel. Petite ville, les nouvelles vont vite, tout le monde savait ou pensait savoir, et ce qu'il pensait savoir suffisait à me rendre intouchable. J'étais passé d'une vie bien remplie, réunions de famille, dîners, projets de week-end, un agenda plein d'obligations sociales à n'avoir rien, pas de famille, pas de femme, pas d'amis, pas de cercle social, juste un travail qui ne voulait pas de moi et une maison vide qui résonnait de l'absence d'Aurélie. La solitude était écrasante, physique presque, comme un poids pressant sur ma poitrine qui ne se levait jamais. Je me suis inscrit dans une salle de sport à l'autre bout de la ville où personne ne me reconnaissait, j'y allais à des heures bizarres quand c'était presque vide, je faisais mes courses à 6 heures du matin le dimanche quand le magasin était une ville fantôme, j'ai commencé à tout payer par carte au lieu d'en espèces pour pouvoir utiliser les caisses automatiques et éviter l'interaction humaine, je suis devenu un expert pour être invisible, pour bouger dans le monde sans attirer l'attention, pour exister dans les espaces entre les vies des autres. Aurélie a demandé le divorce 3 mois après son départ, les papiers sont arrivés par un huissier qui s'est présenté à ma porte un samedi matin, rien ne dit ton mariage est fini tout à fait comme un étranger te tendant une enveloppe Kraft et te demandant de signer pour ta propre dissolution. Son avocate était efficace et froide, clairement chère, clairement expérimentée pour démanteler des vies avec un maximum d'efficacité et un minimum d'empathie. Les exigences étaient simples, elle voulait la maison, la moitié de tous les biens, la moitié de mes comptes épargne, une rupture nette. Mon avocat a demandé si je voulais me battre, a dit qu'on pouvait contester la division des biens, plaider pour un arrangement différent, mais à quoi bon? Aurélie avait déjà décidé qui j'étais, elle avait choisi de croire que j'étais capable de faire du mal à un enfant, aucune manœuvre juridique ne changerait ce verdict fondamental. J'ai tout signé, je l'ai laissé avoir la maison qu'on avait choisie ensemble, les meubles qu'on avait choisis, la vie qu'on avait construite, tout était contaminé maintenant de toute façon, souillé par l'accusation et l'abandon, mieux valait tout laisser tomber et recommencer avec rien que d'essayer de s'accrocher au reste de quelque chose qui était déjà mort. Le divorce a été prononcé en 6 mois, différends irréconciliables disaient les papiers, c'était une façon de le dire, une autre façon serait l'épouse croyait que le mari était un prédateur basé sur la seule parole d'un adolescent et ne pouvait pas vivre avec l'incertitude, mais différends irréconciliables, sonnait plus professionnel. Les nuits étaient brutales après son départ, pire que les jours même avec tout l'isolement social et l'exil professionnel, je restais éveillé dans ma maison à moitié vide à fixer le plafond, rejouant ce barbecue dans ma tête encore et encore comme un film bloqué sur répétition, essayant de comprendre ce qui s'était passé, ce que Théo avait vu ou mal interprété ou juste carrément inventé pour des raisons que je ne pouvais pas sonder. On avait à peine interagi ce jour-là, Céline avait demandé si quelqu'un pouvait aider à apporter des trucs de sa voiture, elle s'était garée dans la rue parce que notre allée était pleine, Théo s'était porté volontaire, j'avais dit que j'aiderais aussi puisque je me dirigeais vers ma voiture de toute façon pour prendre mon téléphone, on a marché ensemble, fait la conversation sur l'école, sur l'équipe de baseball dans laquelle il était, sur des trucs normaux de gamin de 15 ans, on est arrivé à ma voiture, on a chargé des sacs de pain et un pack de soda, on est entré dans le garage, on a tout posé sur le congélateur qu'on avait là, Théo a demandé où je les voulais, j'ai dit laisse-les juste là, je les rentrerai dans 1 minute, il a dit d'accord, on est retourné à la fête. L'échange entier a pris peut-être 3 minutes, 4 tout au plus, rien ne s'est passé, rien de bizarre, rien d'inapproprié, rien de même vaguement douteux, on a porté des courses et parlé de sport au lycée, 3 minutes qui ont détruit toute ma vie d'une manière ou d'une autre. Je passais par la colère, la dépression, l'incrédulité, certains jours je voulais me battre, engager des détectives, traîner la vérité dans la lumière par la seule force de ma volonté, d'autres jours je voulais disparaître entièrement, déménager dans une autre région, changer de nom,
Recommencer quelque part où personne ne connaissait mon visage ou mon histoire. Mais en dessous de tout il y avait cette vérité plus dure, plus froide, à laquelle je ne pouvais pas échapper, je ne pouvais pas prouver une négative, je ne pouvais pas prouver que quelque chose n'était pas arrivé, l'absence de preuve n'était pas une preuve d'absence dans l'esprit de la plupart des gens. J'étais coupable par accusation seule, condamné par le tribunal de l'opinion publique sans procédure d'appel, sans chance de nouveau procès, sans chemin de retour vers l'innocence. 6 mois après l'accusation, j'ai vendu la maison, je ne pouvais pas me la permettre avec un seul revenu de toute façon et je ne supportais plus les souvenirs incrustés dans chaque pièce, la cuisine où Aurélie et moi avions cuisiné ensemble, la chambre où nous avions planifié notre avenir, le bureau où j'avais reçu ce premier SMS de Céline. J'ai déménagé dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, une chambre, cuisine basique, salle de bain fonctionnelle, rien de chic, rien qui nécessitait un attachement émotionnel, juste un endroit pour exister. J'ai pris un emploi dans un plus petit cabinet comptable qui ne connaissait pas mon histoire, qui n'était même pas dans la même zone d'activité que mon ancien bureau, je me présentais, faisais le travail, encaissais un chèque et partais, personne ne me connaissait, personne ne posait de questions, c'était parfait. J'ai coupé tout contact avec tous ceux qui m'avaient abandonné, bloqué les numéros de téléphone, supprimé entièrement les réseaux sociaux, créé autant de distance que possible. S'ils pouvaient croire le pire de moi aussi facilement, sans preuve ni même un doute raisonnable, ils ne méritaient pas de place dans ma vie, ni alors, ni jamais. 8 mois après l'accusation, tout a changé. Damien a appelé, ce qui était bizarre parce qu'on ne s'était pas parlé depuis qu'il m'avait envoyé un texto de 2 phrases me traitant de honte pour la famille. Théo a admis qu'il a tout inventé, a-t-il dit sans préambule. J'étais dans mon appartement en train de manger un plat à emporter réchauffé devant mon ordinateur portable, j'ai réellement ri, pas un rire joyeux, un son creux et incrédule qui m'a surpris moi-même. Répète ça. Il a avoué, il s'est effondré en pleurant devant Céline et papa, il a dit qu'il avait tout inventé, il était en colère pour un truc stupide, voulait de l'attention, je ne sais pas, il est dans un sale état maintenant, il se sent terrible pour ce qu'il a fait. Je suis resté assis là en silence, attendant quelque chose, soulagement, justification, rage qui remonte, rien n'est venu, juste un étrange engourdissement. Julien, tu es là. Oui, je suis là. On a eu tort, on est tous tellement désolés, on veut que tu viennes dîner ce week-end, maman cuisine ton plat préféré, on peut parler, trouver comment avancer en tant que famille. Non. Quoi? J'ai dit non, je ne viens pas dîner, je n'avance pas, je ne fais rien de tout ça. Julien, il avait 15 ans, il a fait une erreur stupide mais il l'a reconnu maintenant, on veut tous arranger les choses. Il n'y a rien à arranger, tu ne peux pas détruire la vie de quelqu'un et ensuite réparer ça avec un rôti et des excuses. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a admis qu'on avait tort, Théo est dévasté par ce qu'il a fait, papa pleure chaque fois que ton nom est mentionné, maman n'est plus la même depuis qu'on a découvert la vérité. Tant mieux, ai-je dit, le mot est sorti plat et froid, il devrait se sentir mal, il devrait pleurer. Ils devraient perdre le sommeil sur ce qu'ils m'ont fait, mais leurs sentiments ne sont plus mon problème. Tu es déraisonnable. Je suis raisonnable pour la première fois de ma vie, vous avez tous fait votre choix il y a 8 mois, vous avez choisi de croire l'histoire d'un gamin de 15 ans sans la moindre preuve, sans même demander ma version, je vis juste avec les conséquences de votre choix. C'est la famille. Je l'étais aussi, passé composé, vous avez rendu ça très clair quand papa m'a claqué la porte au nez. J'ai raccroché, bloqué son numéro, je n'ai rien ressenti. Céline a essayé ensuite, elle s'est présentée à mon immeuble, a sonné à mon interphone environ 50 fois jusqu'à ce que je réponde finalement juste pour qu'elle arrête. Julien, s'il te plaît, laisse-moi monter, on doit parler. On n'a besoin de rien faire, rentre chez toi Céline. Théo veut s'excuser en personne, il a besoin de tourner la page. J'ai réellement ri à ça, il a besoin de tourner la page? C'est fort de café, dis à Théo qu'il peut écrire ses excuses dans un journal intime et ne jamais le montrer à personne, je ne veux plus le voir, l'entendre ou penser à lui, jamais. Tu es cruel. Je suis honnête, il y a une différence, il a détruit ma vie parce qu'il voulait de l'attention, il doit vivre avec ça, toi aussi. J'ai cru mon fils quand il a dit que quelque chose de terrible lui était arrivé, qu'est-ce que j'étais censé faire? Poser des questions, chercher des preuves, faire confiance à la personne que tu connaissais depuis 37 ans au lieu de supposer immédiatement le pire, mais tu ne l'as pas fait. Tu as choisi et maintenant tu dois vivre avec ce choix pour toujours. Je suis ta sœur. Non, j'ai dit, tu étais ma sœur, cette personne n'existe plus, maintenant par avant que j'appelle la sécurité de l'immeuble.
Elle est partie, j'ai regardé de ma fenêtre alors qu'elle restait assise dans sa voiture pendant 20 minutes à pleurer, je n'ai rien ressenti, pas de satisfaction, pas de culpabilité, pas de tristesse, juste du vide là où ses émotions vivaient avant. Mes parents ont essayé une approche différente, ils ont envoyé une lettre manuscrite, leurs 2 signatures en bas, pleines d'excuses et de regrets et d'explications sur comment ils protégeaient leur petit-fils, je l'ai lu une fois puis je l'ai passé à la déchiqueteuse. Aurélie a entendu par la bande parler des aveux de Théo, elle a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas alors j'ai décroché. Julien? J'ai entendu pour Théo, je suis tellement désolé, j'aurais dû te croire. Oui, tu aurais dû. Est-ce qu'on peut parler? Peut-être se voir pour un café? Pourquoi ferait-on ça? Parce que j'ai fait une erreur, j'ai laissé d'autres personnes m'influencer au lieu de faire confiance à mon mari, je veux arranger les choses. Le divorce est prononcé Aurélie, il n'y a rien à arranger, on a fini. Je t'aime toujours. Tu aimais qui tu pensais que j'étais, quand les choses sont devenues difficiles, quand ça comptait le plus, tu t'es défilé, tu as choisi la paranoïa de ta mère sur 12 ans de mariage, ce n'est pas de l'amour, c'est de la commodité qui s'est évaporée sous la pression. C'est pas juste. La vie n'est pas juste, j'ai appris ça quand ma femme a fait ses valises et est partie parce qu'elle ne pouvait pas me regarder sans se demander si j'étais un prédateur, tu as fait ton choix, vis avec. J'ai raccroché. Bloqué ce numéro aussi. Au cours des mois suivants, ils ont tous essayé différentes tactiques, emails, lettres, venir à mon travail. Ma mère a laissé des messages vocaux en pleurant qu'elle avait perdu son fils et ne pouvait pas le supporter, Damien a essayé la culpabilisation en disant que je déchirais la famille en étant têtu. J'ai tout ignoré, changé mon numéro, déménagé dans un autre appartement dans un autre quartier, érigé des murs si hauts que personne ne pouvait les escalader. 1 an après les aveux de Théo, j'ai rencontré Élise lors d'une conférence professionnelle, elle était analyste financière, venait de Lyon, vive et drôle et d'une franchise rafraîchissante. On a pris un café, puis un dîner, puis commencé une relation à distance qui a fini par son déménagement dans ma ville. Je lui ai tout raconté à notre 3e rendez-vous, je me disais qu'elle méritait de savoir dans quoi elle s'embarquait. Elle a écouté toute l'histoire puis a dit, donc ta famille t'a abandonné sur la base d'un mensonge, a détruit ta vie et maintenant ils sont fâchés que tu ne leur pardonnes pas. En gros, ouais. Eh bien ils peuvent rester fâchés, tu ne leur dois pas le pardon. C'est là que j'ai su qu'elle était différente, elle n'a pas essayé de me réparer ou de me convaincre de me réconcilier, elle a juste accepté que certaines choses sont trop cassées pour être réparées. On a construit une vie ensemble, petite, calme, soigneusement construite, elle a rencontré mon collègue Benoît et les 2 autres personnes que j'avais prudemment laissées entrer dans mon orbite, elle ne m'a jamais poussé à élargir mon cercle ou à contacter ma famille, elle comprenait que la vie que j'avais maintenant était intentionnellement limitée et ça lui allait. 2 ans après les aveux de Théo, mon père a eu une crise cardiaque, soudaine et fatale. Damien m'a retrouvé via mon employeur, a appelé mon numéro pro. Papa est parti, a-t-il dit, pas de banalité, pas de préparation, l'enterrement est samedi, maman demande si tu viendras. J'ai réfléchi peut-être 5 secondes. Non. Julien, c'est notre père. Il l'était, il était aussi l'homme qui m'a fermé la porte au nez et m'a traité de dégoûtant, c'était notre dernière vraie interaction, je préfère ne pas ajouter un enterrement à la collection. Il regrettait comment il t'avait traité, en parlait constamment ces dernières années. Tant mieux, il devait le regretter, mais le regret ne m'oblige pas à venir et à faire en sorte que tout le monde se sente mieux à propos de sa mort. Ce n'est pas à propos de lui, c'est pour maman, elle est dévastée, te voir l'aiderait. Alors elle aurait dû y penser il y a 8 ans quand elle a cru le pire de moi immédiatement, je suis désolé que papa soit mort, je suis désolé que maman souffre, mais je ne suis pas responsable de réconforter les gens qui m'ont détruit. Il y a eu un long silence à l'autre bout. Tu es devenu dur, a fini par dire Damien. Je suis devenu honnête, il y a une différence. Je ne suis pas allé à l'enterrement, je n'ai pas envoyé de fleurs, pas envoyé de cartes, j'ai laissé mon absence parler d'elle-même, la famille pouvait l'interpréter comme elle voulait, j'avais fini de gérer leurs sentiments concernant mes limites. Élise a demandé si je me sentais coupable de ne pas y être allé. Non, ai-je dit, je devrais? La plupart des gens le seraient, c'était ton père. Les pères de la plupart des gens ne les renient pas pour le mensonge d'un adolescent. Je ne suis pas la plupart des gens. Elle a embrassé mon front. Non, tu ne le es définitivement pas. 10 ans après l'accusation, j'ai croisé Céline dans un aéroport, on voyageait tous les deux pour le travail, on a fini à la même porte d'embarquement, elle m'a vu la première,
son visage a traversé des émotions en rafale, surprise, espoir, douleur, résignation. Elle s'est approchée prudemment. Julien. Salut Céline. On est resté là maladroitement, une décennie de silence entre nous, lourde comme du béton. Tu as bonne mine, a-t-elle risqué. Toi aussi. Théo est à la fac maintenant, il va bien, il étudie la psychologie, veut travailler avec des ados en difficulté. C'est approprié, ai-je dit, mon ton était plat. Elle a tressailli. Ce n'est plus la même personne qu'à 15 ans. Moi non plus. Il demande toujours après toi, se demande si tu lui as pardonné. Dis-lui que non. Le feras-tu un jour? J'ai considéré la question honnêtement. Peut-être qu'un jour j'atteindrai un point où le pardon semblera possible, mais ça ne changera rien entre nous, le pardon ne signifie pas réconciliation. Que faudrait-il pour une réconciliation? Rien, il n'y a rien que quiconque puisse faire ou dire qui reconstruirait ce qui a été brisé, tu ne peux pas faire sonner une cloche à l'envers, tu ne peux pas défaire ce que j'ai appris sur vous tous. On a eu tort, on l'a reconnu, on s'est excusé, que peut-on faire d'autre? Rien, c'est ce que je continue d'essayer de te dire, ce n'est pas un problème que tu peux résoudre, c'est une conséquence avec laquelle tu dois vivre. Notre vol a commencé l'embarquement, elle a hésité. Tu me manques, a-t-elle dit, mon frère me manque. Ton frère est mort quand tu as cru Théo sans poser de questions, je suis quelqu'un d'autre maintenant, cette personne n'a pas survécu à ce que vous lui avez tous fait, je suis celui qui est venu après et je n'ai plus la capacité d'être ton frère. C'est cruel. C'est vrai. J'ai embarqué en premier, je l'ai laissé debout à la porte, je ne me suis pas retourné. Élise a demandé comment s'était passée la rencontre quand je suis rentré, je lui ai dit la vérité, je n'ai rien ressenti, pas de regret, pas de soulagement, pas de tristesse, juste la reconnaissance d'avoir croisé quelqu'un de mon passé. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît cliquez sur le bouton s'abonner, cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus de meilleures histoires, merci.